Bon, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, c'est un plaisir. Aujourd'hui, on s'attaque à l'une des méthodes, du moins parce qu'il en existe plein, et en fait, il va falloir adapter cette méthode, ce schéma de méthode en fait, à ton profil de risque et à ce que tu veux. J'avais mis d'ailleurs sur le Instagram une publication. Alors le Instagram, soit dans la description, soit dans la bannière YouTube, je pense que tu devrais le trouver quelque part. Et dans cette publication, je mettais les 6 grands types d'actions avec lesquelles on va pouvoir composer et on va pouvoir jouer pour se construire un portefeuille qui reflète nos objectifs. Ça peut être des dividendes, ça peut être beaucoup de croissance, ça peut être peu de risques, ça va dépendre de ce qu'on veut. Aujourd'hui, je vais te donner un petit peu le schéma que moi j'utilise personnellement et comme ça tu vas pouvoir après comprendre un petit peu la démarche et puis possiblement pouvoir l'adapter à ce que toi tu veux ensuite. La vidéo va se découper en 4 grands points de plus en plus importants. Le schéma de prix, ensuite objectif de croissance, objectif de dividende et ensuite quelques ratios financiers qui pareil vont aller du moins important entre guillemets, même s'ils sont tous importants, jusqu'au plus important, et on va dérouler la vidéo comme ça. Première chose, le schéma de prix. On a 3 schémas, soit un prix qui est en constante croissance, ça peut être 3-4% par an ou 10% par an, mais l'idée c'est que le prix de l'actif dont on parle est globalement et constamment croissant. À ce moment-là, forcément, c'est un drapeau vert. Deuxième chose, ça peut être un prix qui est plus ou moins variable, mais qui reste autour d'une certaine valeur. Ça peut être 25 € par exemple. Et ça, c'est plutôt rassurant parce que ça veut dire qu'on a réussi à pricer cette action. Cette action vaut 25 €. Donc ça aussi, même si ça offre pas de la croissance, au moins on sait le prix que ça coûte, ça reste toujours au même niveau et c'est plutôt rassurant. Troisième chose, ça va être le schéma de prix qui petit à petit, année après année, au fur et à mesure descend. Ça évidemment, moi j'y touche pas, c'est pour moi un drapeau rouge et je me concentre uniquement sur les 2 premières catégories qui sont soit une croissance continue, soit du moins un prix qui est stable et qui est fixe. Deuxième grosse partie, ça va être l'objectif de croissance. On peut ne pas en mettre, c'est-à-dire donc sélectionner les 2 types d'actions, celles qui sont en croissance et celles qui ne sont pas en croissance, c'est-à-dire celles qui ont un prix plus ou moins défini. Mais on peut aussi mettre un objectif de croissance minimum, ça peut être 1 ou 2% de croissance par an. Et là, on va regarder sur les 3 dernières années, sur les 5 dernières années pour ceux qui sont un petit peu plus méticuleux et qui veulent diminuer le risque, si la croissance de l'action, la croissance du prix de l'action est bien supérieure à l'objectif qu'on s'est mis, ça peut être 1, 2, 3%. Troisième partie, ça va être la même chose que l'objectif de croissance, mais cette fois-ci un objectif de dividende. C'est-à-dire qu'on va avoir un minimum à 5-6% de dividendes par an pour s'assurer, si on prend par exemple 6% de dividendes par an et 2% de croissance, on veut s'assurer un rendement total de minimum 8%, eh bien on va choisir des dividendes qui versent au moins 6% par an. Et en appliquant petit à petit ces filtres, on voit qu'on réduit le nombre d'actions. Dans ce troisième point, qui est l'objectif minimum de rente, l'objectif minimum de dividende, on va pouvoir ajouter un second point, pour ceux qui veulent vraiment aller chercher loin, c'est pousser la croissance des dividendes, c'est-à-dire aller regarder dans l'historique des dividendes, prendre des dividendes qui sont supérieurs à 5% par an, mais qui offrent constamment au moins 2% de croissance par an. Ça fait un petit peu de variables, mais là on a vraiment une croissance minimale, plus petit à petit, pour profiter en fait de l'effet exponentiel que procure la bourse, et bien si on prend des dividendes constants mais qui ont une croissance qu'on rajoute par-dessus la rente minimale, et bien on va profiter de cet effet exponentiel. La quatrième partie, cette fois-ci, on va s'intéresser non pas au prix de l'action, non pas à ce qu'elle fait sur les marchés, mais plus à la société en elle-même. Ça va être 4 ratios qui, pareil, sont classés dans l'ordre d'importance. Ils sont plus ou moins tous équivalents, sauf le dernier qui est pour moi plus important que les autres. Le premier ratio, ça va être le ratio d'endettement. Savoir simplement si la compagnie a beaucoup de dettes ou peu de dettes. Comme on peut le penser, une société qui a beaucoup de dettes, c'est pas bon. Mais l'inverse est vrai aussi. Une société qui a très peu de dettes, c'est pas forcément bon. Pourquoi ? Parce que ça pose la question de savoir si elle peut s'endetter, si les banques veulent bien lui prêter de l'argent. Et deuxième chose, si c'est le cas et que les banques veulent bien lui prêter de l'argent, ça voudrait dire qu'elle pourrait utiliser de l'effet de levier, utiliser de la croissance, aller chercher peut-être plus de marché, se développer plus vite en utilisant l'effet de levier de la dette, et qu'elle ne le fait pas. Et donc c'est une société qu'on va considérer très restrictive, qui prend peu de risques, et donc qui est peut-être pas forcément la meilleure société dans laquelle investir. Le deuxième ratio important, c'est le ratio de trésorerie. On va regarder la trésorerie, pourquoi ? Parce que si on a un événement soudain, comme c'est le cas d'ailleurs en ce moment avec le coronavirus, on voit bien que les entreprises qui ont beaucoup de trésorerie vont pouvoir subsister pendant un laps de temps plus long que celles qui n'ont pas de trésorerie.
Et l'effet est double, parce que ces entreprises qui auront du coup réussi à résister pendant un temps plus long, prendront les parts de marché de celles qui n'ont pas pu subsister. Si jamais il y a un événement extérieur, en ce moment le coronavirus qui arrive, on a besoin de trésorerie, on a besoin de payer des choses, on n'a plus de ventes pendant quelques semaines, quelques mois. Si on n'a pas de trésorerie, la société va fermer. Alors que si on a de la trésorerie pour subvenir aux charges momentanément, on va persister dans le temps, prendre la part de marché des sociétés qui ont fermé et ensuite repartir dans l'activité normale. Donc moi je trouve intéressant de toujours regarder un petit peu la trésorerie des entreprises pour savoir si elles ont un petit peu de backup, si elles ont de l'argent de côté pour pouvoir subvenir à un événement extérieur au cas où ça arrive et pas devoir fermer brutalement pour une raison X ou Y. Troisième chose, je vais regarder le ratio de productivité de l'entreprise et je vais tracer tous les ratios. La société dans laquelle potentiellement je vais investir, mais aussi ces sociétés et les sociétés concurrentes. Pourquoi ? Parce que je veux me rendre compte de la productivité de cette entreprise par rapport à ses concurrents. L'idée est toujours la même. Si j'investis dans une société qui a un niveau de productivité très bas par rapport à ses concurrents, dans 4, 5 ou 10 ans, ce petit delta va avoir une grande influence. Et peut-être que la société qui était plus productive aura produit 2 ou 3 fois plus en termes techniques, en termes de volume, en termes de ce qu'on veut, que la société qui était moins productive. Et donc pour moi, une société qui est peu productive, c'est aussi un signe alertant. Je préfère du moins investir dans les 30% des sociétés de cette industrie qui sont les plus productives. Et quatrièmement, c'est le ratio pour moi le plus important, c'est le ratio du roulement des stocks. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, imaginons que je suis une compagnie qui produit des avions, je vais recevoir des matières premières, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, sûrement du carbone composite, je vais fabriquer mes avions et je vais les vendre. Ce que je vais regarder, c'est le temps qu'il faut entre le moment où je reçois mes matières premières et le moment où je vends mon avion. Ce temps-là, je vais le comparer toujours pareil avec le temps qu'il faut aux autres producteurs d'avions pour fabriquer un avion. Pourquoi est-ce que c'est important ? Simplement pour 2 cas, toujours les mêmes raisons, si jamais il y a une crise. Je mets 4 mois à fabriquer un avion, si le constructeur d'en face en met 6, eh bien je vais dilapider mes stocks d'avions beaucoup plus vite que lui. Et en cas de crise, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que pendant que lui sera encore coincé avec des avions, moi je pourrais commencer à renégocier mes contrats, je pourrais commencer soit à mettre du chômage partiel, soit à prendre des mesures pour limiter mes coûts. Beaucoup plus vite que lui ne pourra le faire. Parce que lui, il aura 2 mois de latence en plus que moi, j'aurai pas à subir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça marche aussi à l'inverse. Si jamais c'est General Electric et Rolls-Royce, les 2 gros producteurs de moteurs d'avion, si jamais Rolls-Royce sort un nouveau moteur qui consomme 10% de moins que le moteur actuel, eh bien, je vais dilapider mes stocks plus rapidement que mon concurrent et je vais pouvoir intégrer cette technologie plus vite dans ma production. Je vais être donc le premier sur le marché ou l'un des premiers sur le marché et je vais pouvoir avoir l'avantage de négocier les produits en étant un des premiers qui les achètent. Et donc en fait, ça a un double effet, que ce soit la crise ou que ce soit une bonne nouvelle, les entreprises qui sont plus flexibles et plus rapides pour rouler leur stock vont être plus à même de se renouveler plus vite, de trouver des solutions et d'être plus performants que les concurrents. Et donc pour moi, j'essaie toujours de prendre l'entreprise qui a le roulement de stock le plus rapide, parce que ça lui laisse une marge de manœuvre bien plus importante que ses concurrents et c'est souvent ce qui fait toute la différence. Dans cette dernière partie, dans la partie 4, j'ai parlé de 4 ratios importants, du moins que moi je regarde. Quand on regarde des ratios, on regarde toujours pour les comparer à ceux des entreprises concurrentes. On ne regarde pas un ratio sans rien, c'est-à-dire que si je trouve 17,2, il va falloir que je le compare aux entreprises concurrentes, à l'industrie concurrente. Mais quand je dis l'industrie, il faut être un petit peu plus précis que l'industrie. Souvent on parle de l'industrie automobile, de l'industrie de l'aviation. Je ne peux pas comparer une Renault Clio à une Rolls-Royce. Si je regarde l'action Rolls-Royce, il faut que je compare l'industrie Rolls-Royce, c'est-à-dire les concurrents directs de Rolls-Royce. Et les Clio ne font pas partie des concurrents directs des Rolls-Royce. Donc il faut aller un petit peu plus loin dans l'industrie et faire des cases qui sont plus précises. Donc l'idée, c'est pas de comparer, quand on compare les ratios à l'industrie totale, c'est d'aller comparer à l'industrie qui se raccroche à cette compagnie. Voilà, en conclusion de cette vidéo, j'espère que tu as un petit peu compris la trame que j'utilise. L'idée, c'est que je vais prendre tout le package d'actions globales et puis je vais venir appliquer petit à petit des filtres et ça va venir me réduire le nombre d'actions et à la fin, ça va me dessiner le portefeuille d'actions que moi j'ai envie. Donc l'idée, c'est de prendre toutes les actions, d'appliquer les filtres qu'on veut en fonction de son niveau de risque, en fonction de ses objectifs, en fonction de ce qu'on veut atteindre. Et à force, eh bien, ça nous dessine notre portefeuille d'actions. Donc c'était un exemple, il y a beaucoup d'autres stratégies aussi, on en reviendra peut-être dans d'autres vidéos. L'idée, c'est de définir à chaque fois les paramètres selon ce qu'on veut, donc il va falloir les modeler selon chacun, mais c'était un petit peu la trame. J'espère que ça t'a plu, je te souhaite une bonne journée, une grosse motivation, et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.